Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité à la une ce soir. Les femmes battues, violées, abusées, une femme sur 3 est concernée par ce phénomène. À l'initiative de la Première Dame, une table ronde inclusive pour la création du fonds de réparation a ouvert ses portes à Kinshasa aujourd'hui. Soupçon de vol du matériel de la protection civile dans les entrepôts installés à la Foire internationale de Kinshasa. Alerte le vice-premier ministre de l'Intérieur annonce saisir la justice pour retrouver les auteurs de ces actes. Il est arrivé sur place. Le premier train urbain à Kinshasa annoncé avant 2023. Les études sont terminées. Le réseau ferroviaire est de 300 km dans la capitale. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à toutes et à tous. Vers la création du Fonds national de réparation des victimes de viol, projet porté par la Première Dame pour Denise Nyakero Tshisekedi, il faudrait les aider à retrouver une dignité. Le couple présidentiel a participé aujourd'hui à l'ouverture de la table ronde inclusive pour discuter sur la faisabilité du projet. Blandine Nzovo. Créer un fonds national de réparation au profit des victimes des violences sexuelles, c'est tout l'enjeu de la table ronde inclusive ouverte ce mercredi à Kinshasa, Fleuve Congo Hôtel. Des intelligences venues de plusieurs horizons vont réfléchir sur la formulation d'une politique nationale de réparation efficace de ces victimes. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de son épouse, la distinguée première dame Denise Nyakero, qui en est la principale initiatrice, a tenu à honorer personnellement les victimes des violences sexuelles. C'est l'occasion pour l'épouse du chef de l'État, en tant que championne des Nations Unies, de faire plaidoyer pour la prévention des violences sexuelles liées au conflit. Nous sommes présents aujourd'hui à ces assises pour tenter de comprendre ce que veulent les survivants des violences sexuelles et d'autres crimes graves commis en RDC. Car rien ne peut être fait pour eux sans eux. Nous devons donc travailler ensemble pour sécher leurs larmes et les aider à retrouver une dignité qui leur a été sauvagement arrachée. Ces viols massifs ont provoqué des conséquences très lourdes, tant sur les victimes que sur la société elle-même. Ces crimes ont laissé des traces physiques, psychologiques, sociales et sociétales sur les victimes qui ont fièrement décidé de s'appeler survivantes et survivants. L'initiative vise à obtenir un engagement fort des autorités publiques autour de cette question cruciale pour la dignité de la femme congolaise qui a payé et continue de payer un lourd tribut dans les conflits armés qui ravagent la République démocratique du Congo depuis des décennies. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, salue la tenue de cette table ronde inclusive et rassure de la détermination du gouvernement et des autres institutions concernées à faire de la mise en œuvre des fonds en faveur des victimes des violences sexuelles une priorité. La République démocratique du Congo subit depuis plus de 2 décennies les affres des conflits armés qui drainent avec eux leur lot de désolation et de méfaits. La question de la responsabilité des crimes de violence sexuelle commis en République démocratique du Congo reste au centre des préoccupations majeures au niveau tant national qu'international. Ces réflexions ont permis au ministère des Droits humains, que je félicite en passant, d'initier 2 projets de décret portant création, respectivement, du Fonds national de réparation et de la Commission nationale de justice transitionnelle en République démocratique du Congo, qui seront discutés lors de cette table ronde inclusive en vue de renforcer le contenu et par-dessus tout, le dispositif de réparation à concevoir. J'invite chaque acteur impliqué à jouer pleinement et efficacement son rôle en formulant des stratégies innovantes en vue de la constitution d'un agenda commun assorti de solutions politiques acceptées qui aura pour but, notamment, de démontrer qu'il est encore possible de mettre en œuvre des mécanismes de réparation qui tiennent aussi compte de nos réalités socio-culturelles.
Plusieurs interventions à retenir pour cette journée d'ouverture. Les survivantes des violences sexuelles représentées par Madame Tatiana Moukanire qui a martelé sur la réparation car pour les victimes dont elle a porté la voix devant le couple présidentiel, elle est l'un des plus forts remèdes pour adoucir la douleur et l'humiliation qui les caractérisent depuis des années. Une autre allocution, c'est celle du prix Nobel de la paix intervenant par visioconférence. Dr Denis Mukwege a salué la présence du président de la République et de son épouse, ce qui, selon lui, marque un changement notable dans l'approche de la résolution des questions relatives aux violences sexuelles en République démocratique du Congo. Dans la salle, le témoignage poignant d'une des victimes a glacé le sang de l'assistance. La création de ce fonds est donc un remède. Justement, le président de la République a reconnu le travail technique accompli par le ministre des Droits humains. Je vous propose de les écouter. Merci beaucoup qui nous ait présenté des félicitations. Nous sommes émus, mais les félicitations lui sont d'abord adressées à lui-même. Puisque c'est lui qui a porté les dévolus sur notre modeste personne, nous ne faisons que l'accompagner pour réussir son mandat. Cette table ronde est d'une très grande importance parce qu'une structure comme celle-là, le Fonds national de réparation des victimes de crimes sexuels et autres crimes graves, aura une importance capitale pour la République démocratique du Congo. Vous savez qu'il y a des compatriotes qui ont perdu tous les goûts de la vie, qui ont perdu même l'essence d'appartenir à une nation. Avec ce fonds qui va accompagner les victimes sexuelles et autres victimes de crimes graves, ils vont avoir le sentiment d'appartenir à une nation, que le pays ne les oublie pas, que le pays les accompagnera dans tout ce qui sera fait. Et avec ce fonds, même les victimes oubliées de Kamwena Nsapu, les victimes oubliées de Yumbi, les victimes oubliées des Enyele, des Bundudia Congo, tous reprendront goût à la vie en sachant qu'ils appartiennent à un pays. Ma joie aujourd'hui, c'est d'atteindre cette phase-là. On dirait qu'on a sauté un escalier. C'est très important aujourd'hui parce que ça fait plus de 25 ans que nous avons subi les crimes le plus odieux et nous n'avons pas eu cet espoir, nous n'avons pas eu cette chance d'avoir quelque chose de ces niveaux-là. Et pour nous, c'est une joie, c'est une force de plus, c'est un honneur d'avoir été reconnus dans ce sens. Nous avons demandé que les victimes soient au centre de tout le processus parce qu'elles connaissent mieux ce qu'elles ont vécu que quiconque. Elles connaissent de quoi ils ont vraiment besoin. Et c'est très important aujourd'hui que nous puissions, pour recevoir ces fonds, ces réparations avec honneur et dignité, il faudrait qu'il y ait de personnes intègres. Si on met de personnes intègres à ces postes-là, ça va nous soulager et ça va nous donner plus confiance en ces fonds. Ça va donner plus de force au service. Autre chose, concurrence déloyale dans le commerce au détail. Le gouvernement appelé à protéger les nationaux face aux étrangers. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises a répondu à une question orale devant les députés nationaux. Sylvie Moembo. Sous la conduite du premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound Akabound, le ministre d'État, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, était devant la représentation nationale pour répondre à la question orale avec débat lui adressée par le député national Paul Ilungankulu Wakuluba concernant la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé en République démocratique du Congo. Cette question qui affecte l'économie générale du pays nécessite une prise en charge correcte. L'auteur de la question orale a bien voulu obtenir de Stache Mouanzi, ministre de PME, les statistiques des sanctions déjà infligées aux entreprises au terme des articles 28, 29 et 30 de la présente loi. Malgré la signature des arrêtés ministériels de mise en œuvre de cette loi, il s'avère que la primeur des marchés de la sous-traitance ne revient toujours pas aux Congolais. Après débat, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Eustache Mouanzi, a sollicité et obtenu 48 heures pour répondre aux députés nationaux. Dans sa communication, le premier vice-président de la Chambre basse du Parlement a déploré la mauvaise conduite des automobilistes sur les artères principales.
aussi avoir d'un côté ceux qui se soumettent à la loi et de l'autre côté ceux qui la méprisent allègrement. On ne peut pas non plus, sous quelque prétexte que ce soit, se dérober derrière des fonctions officielles pour se méconduire sur la voie publique. Cette situation qui devient une norme chez nous devrait pourtant nous interpeller tous, responsables d'État comme population, car elle véhicule une image très négative de notre pays. Désolé pour ce petit désagrément. Africell veut étendre ses tentacules sur la partie est de notre pays. L'opérateur américain de téléphonie a présenté ce projet de déploiement au Premier ministre. Jean-Michel Sama Lukonde a également échangé avec le représentant régional en Afrique centrale de la Banque européenne d'investissement, Pati Tondongo Kizunda. La Banque européenne d'investissement veut appuyer la République démocratique du Congo dans son plan national stratégique de développement. Son représentant pour l'Afrique centrale qu'accompagnait l'ambassadeur de l'Union européenne Jean-Marc Chantenier a expliqué au Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge le souci de son institution d'appuyer les projets liés à l'agriculture et à l'énergie en République démocratique du Congo. Et pouvoir renforcer la présence des institutions multilatérales, spécialement après la mise en place du programme du FMI. Et nous sommes en contact avec des secteurs privés pour investissement dans l'énergie renouvelable et aussi avec les institutions financières qui nous permettent de financer une grande gamme des entreprises dans tous les secteurs du pays, tous les secteurs économiques. Je peux vous dire que déjà, depuis le commencement de nos activités, l'enveloppe globale revient à 300 millions d'euros. Actuellement, on a une pipeline à peu près de 100 millions d'euros, plus grand, plus élevé, en fonction des besoins concrets qu'on a identifiés. Nikolaos Milianitis s'est dit satisfait des échanges fructueux qu'il a eus avec le chef de l'exécutif national Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, qui a mis de l'éclairage sur la possibilité de cette institution financière européenne d'apporter son soutien au projet de développement en République démocratique du Congo une fois identifié. Bien avant, le chef du gouvernement a eu des entrevues avec une délégation de la société américaine de téléphonie mobile Africell qui compte faire l'expansion de son réseau, surtout dans la partie est de la République démocratique du Congo. Ian Patterson a fait savoir au Premier ministre qu'Africell va doubler la taille de son réseau, améliorer sa qualité tout en jouant sur les prix, et cela pour le bien-être de la population congolaise. Il y a un travail de très grande qualité qui est réalisé par les institutions en République démocratique du Congo. C'est la lecture des Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix, adjoint d'Antonio Guterres, l'a déclaré à la presse après une séance de travail au Sénat. Robert Ndaichi, sincère reportage. Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix à Kinshasa, pour encourager les autorités congolaises à poursuivre les réformes entreprises dans l'amélioration des conditions sociales des Congolais. Avec le premier vice-président du Sénat, honorable Edi Mundela Kankou, des discussions ont tourné autour de comment aider le peuple congolais à relever le défi dans les différents secteurs. La situation de l'état de siège, l'évaluation du mandat de la MONUSCO, c'est que justifie la présence de la représentante personnelle du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Bintou Keïta. Outre les questions humanitaires, Jean-Pierre Lacroix a félicité les autorités congolaises qui donnent de bons signaux dans l'exécution du programme gouvernemental. Il y a un travail de très grande qualité qui est fait en ce moment, une coopération dans une très bonne atmosphère avec les autorités, qu'il s'agisse du chef de l'État, du gouvernement, mais aussi de la représentation nationale. La MONUSCO est aux côtés du gouvernement, aux côtés des forces de sécurité, des forces armées, des autorités civiles. Nous sommes déterminés à continuer ce travail et nous sommes déterminés à continuer un engagement très constant avec les membres de la représentation nationale pour qu'ils voient ce que nous faisons sur le terrain, notamment aux côtés des FARDC. Le premier vice-président du Sénat a salué la collaboration entre l'ONU et son pays. Edi Mundela Kankou sollicite l'accompagnement des Nations Unies dans l'éradication des groupes armés à l'est de la RDC.
Les élus de l'Ituri appellent le rebelle à déposer les armes. Au cours d'une séance de travail avec le gouverneur Johnny Luboya, ils ont apprécié le travail réalisé au front par l'armée. Dans une ambiance bon enfant, que le gouverneur militaire de l'Ituri s'est entretenu avec le député provincial en veilleuse. Plusieurs questions au menu de leur échange, dont la collaboration entre ces élus du peuple et l'administration militaire, en ce moment où les forces armées sont engagées sur le théâtre des opérations pour imposer la paix. Occasion pour le lieutenant général Luboya Johnny de solliciter l'accompagnement de ces élus du peuple, une demande qui a trouvé un écho favorable. Il faut que nous puissions contribuer à nous appeler tout un chacun à venir à adhérer dans le processus de la paix. Même à ceux qui détiennent les armes. Nous leur avons toujours dit de déposer les armes et d'adhérer dans le processus de la paix. Au sujet des opérations de traque de forces négatives en cette période de l'état de siège, le député provincial de l'Ituri salue de façon unanime les avancées enregistrées en termes d'amélioration de la situation sécuritaire dans certaines zones, bien qu'il reste encore des choses à faire. Il y a quelque chose qui est fait, mais quelque chose qui doit être fait, c'est pour améliorer la situation. Le travail qui reste maintenant, c'est le programme national de DDRCS. Cerise sur les gâteaux lors de cette entrevue, le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Johnny, respectueux de l'ordonnance du chef de l'État décrétant l'état de siège, a promis de tout mettre en œuvre pour continuer à assurer les avantages sociaux des députés provinciaux de l'Ituri en cette période de l'état de siège. Les évasions de la prison centrale de Bunia vont sensiblement baisser. Pour sécuriser ce lieu de détention, l'éclairage a été renforcé pour lutter contre l'insécurité. Les grandes artères de la ville ont aussi été éclairées. Nicole Seseploka. Les interventions de la firme panafricaine 4 Project Africa en faveur de la population congolaise sont de plus en plus visibles. C'est au total 38 poteaux d'éclairage public installés à l'intérieur et aux enclos de la prison centrale de Bunia par 4 Project Africa sous l'impulsion de M. Germain Kodjo. Un projet préfinancé par cette firme panafricaine en partenariat avec le gouverneur militaire de l'Ituri qui tient à renforcer la sécurité en cette période de l'état de siège. Nous sommes venus exécuter un projet d'éclairage parce qu'il ne suffit pas seulement qu'on parle de l'insécurité, ça qui est l'éclairage. Et donc, tout d'abord à la prison que nous avons commencé. Et nous sommes certains que ça ne va pas suffire seulement à la prison. Nous allons faire plus que ça. Des lampadaires de la dernière génération alimentés grâce à l'énergie solaire ont été installés, ce qui permet aux gardes commis à la sécurité de cette maison carcérale de détecter tout mouvement suspect. En fait, le besoin est exprimé et cela est venu appuyer la sécurité passive de la prison. Car dit-on, s'il n'y a pas la lumière de la nuit, il y a risque aussi de tentatives d'évasion. Et ces lumières que nous avons acquises, ça renforce maintenant la capacité de la sécurité de militaires et policiers qui sont commis à la prison centrale de Bunia jour et nuit. Un geste salué aussi bien par la population de Bunia que par le directeur de cette prison. Alerte au détournement. Des biens ont disparu des entrepôts du service de protection civile à la foire internationale de Kinshasa. Le vice-premier ministre de l'Intérieur s'en est rendu compte. Daniel Asselo compte saisir la justice pour l'ouverture des enquêtes. José Baïtouambo, Ibrahim Chako. Ayant eu vent à travers différents canaux d'une présomption de détournement et vente de matériel de travail destiné au service de protection civile. Gardé dans les entrepôts à la foire internationale de Kinshasa, le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité y a effectué une descente en vue de s'imprégner de la situation. Sur place, Daniel Asselo Kitoakoy a fait le tour de l'entrepôt où se trouvent gardés les outils. Le patron de la territoriale a aussi promis de mettre à la disposition de la justice tout celui qui aurait vendu, ne serait-ce qu'une pièce de ce matériel destiné à la protection civile. L'agent de la protection civile qui vient d'affirmer que ce qui se trouve là était mis à la disposition de la police nationale congolaise et que le reste, ils sont venus le récupérer. Ils ont amené ça à Gombe dans leurs entrepôts. Ce sont des biens qui ont été achetés pour le compte de l'État, ce n'est pas pour un individu. Donc, si ça n'existe plus, nous aurons l'obligation de pouvoir savoir qui aurait pris
même une seule pièce sans justification, la justice s'occupera de lui. Conformément aux instructions du chef de l'État, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Aseloki Towakoy, vise à redynamiser le service de la protection civile pour accomplir sa mission, à savoir participer à la gestion et à la prévention de catastrophes naturelles et événements calamiteux. Le ministère du numérique dispose désormais d'une administration publique. Les actes de création ont été remis par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou à son collègue qui fait l'intérim Nadine Kilocho, Cédric Kenina. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique, modernisation de l'administration publique et innovation du service public, Jean-Pierre Liaou, a remis officiellement le cadre et structure organique du secrétariat général du numérique entre les mains du ministre des Ressources hydrauliques et énergie, Olivier Mwenze, qui assure l'intérim du ministre du numérique. Une manière pour Jean-Pierre Liaou de matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui pense que la question de la transformation numérique n'est plus une priorité, mais une urgence. L'avènement de ces ministères va indiscutablement permettre une véritable mutation sociétale dans notre pays. Dès lors, mission nous incombait de mettre à la disposition de ces ministères une administration appropriée. Pour sa part, le ministre intérimaire du numérique, Olivier Mwenze, a salué l'implication du patron de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, dans ce processus avant de remercier le chef de l'État qui a fait du numérique un levier de croissance économique en République démocratique du Congo. La remise de tous ces documents marque le décollage effectif de l'administration du ministère du numérique. Et puis à l'étranger, Alain Bikaï nous précise que les travaux du Forum international sur les enjeux de la paix au monde se sont clôturés. Il détaille dans ce reportage. Près d'1 million de personnes ont pris part à cette messe internationale pour la paix par vision-conférence dénommée Think Tank 2022 à des fins de la restriction sanitaire. Ce premier forum a offert une occasion aux 2022 panélistes, experts et dirigeants du monde de réfléchir sur la réunification pacifique de la péninsule coréenne. Le président du comité d'organisation, le docteur Yu Nyongo, a salué les efforts et l'engagement de la cofondatrice de la Fédération pour la paix universelle, le docteur Ak Jack Moon, qui ne ménage aucun effort pour offrir un monde unifié basé sur l'interdépendance et la prospérité mutuelle partagée. Selon lui, l'objectif poursuivi à travers ces forums est celui de décrisper l'environnement international dans la sous-région de l'Asie, marquée par la division au lieu de la coexistence harmonieuse entre les nations. L'ancien secrétaire d'État américain aux affaires étrangères Mike Pompeo, sous l'administration de Donald Trump, est revenu sur les péripéties qui ont milité pour la tenue du sommet des États-Unis et de la Corée du Nord à Singapour. Les essais nucléaires et le lancement des missiles intercontinentaux à partir de la Corée du Nord constituent une menace pour la paix mondiale, a indiqué Mike Pompeo. Il s'en était suivi d'un débat des panélistes et dirigeants du monde sur plusieurs questions d'actualité. La pêche n'est plus intense à Mwanda pour les pêcheurs de Siamfoumou. Cela est dû à la montée des eaux. Ils demandent au gouvernement d'initier des enquêtes des stocks. Explication Mamita Bangoulou. Des communicateurs en développement venus de Kinshasa, appuyés par le programme des Nations Unies pour le développement, se sont imprégnés des tristes réalités du Congo profond. Les pêcheurs de Siamfoumou, localité située à 14 km de Mwanda. Ces pêcheurs lancent un cri de détresse au gouvernement, tant provincial que central, afin de leur faciliter la tâche pour que ces activités soient bénéfiques pour toute la société. Kobe Philippe, coordonnateur de ces groupes de pêcheurs et agriculteurs, loue l'appui logistique de pêcheurs et agriculteurs du PNID. Les montées des eaux, ça crée des problèmes par rapport, il y a des agitations de l'océan, il y a aussi des problèmes de courant du fleuve Congo. Nous profitons de voir avec les organismes, exemple PNUD, de voir comment, parce qu'à l'époque de 1960, il y avait l'enquête des stocks qui ne se passe pas chez nous. Parce que par rapport aux montées des eaux, on doit voir les poissons sont partis où.
Parce que nous avons aussi les canyons, les trous là du fleuve Congo. Commence à 1000 à 3000, on comprend pas, il faut faire des enquêtes de stock, de biologie maritime, de voir ce qui se passe par rapport aux montées des eaux. Vraiment avant, la pêche était intense, il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, nous avons plus de problèmes par rapport aux montées des eaux. D'abord, nous demandons à l'État congolais, la pêche, deuxième activité dans notre pays. Ils doivent voir comment on peut sécuriser cette activité. La pêche est l'une des principales activités exercées dans ces coins du pays. Déplacer 3000 quinois le jour dans des trains urbains, c'est la réponse du gouvernement aux embouteillages dans la capitale. À l'heure qu'il est, les études sont terminées. Le premier train est attendu avant la fin de 2023. Angèle Mabiala-Landou, Elitumba. Le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny, a dit Henri Morton Sanley. Sans le chemin de fer, Kinshasa, la capitale, ne sera pas désengorgée. Les embouteillages monstres sont devenus monnaie courante. Facilement, l'on peut faire 2-3 heures ou même plus pour une distance de 30 minutes. Il faut des mesures drastiques pour mettre fin à ce phénomène qui est un véritable casse-tête pour les Quinois. La solution, c'est la modernisation du réseau ferroviaire urbain pour désengorger les grandes artères de la ville. Un réseau long de 300 km, dont 75 existants sont à réhabiliter. C'est un projet que nous avons commencé depuis belle lurette avec les amis des TCC, de SCTP aussi. Aujourd'hui, les études sont terminées, nous les avons reçues. Les travaux vont se dérouler pendant 16 mois et nous espérons que d'ici la fin de l'année 2023, nous aurons un train urbain à la portée de tous les Quinoises et les Quinois. Le projet est subdivisé en 4 phases. Première phase, gare centrale, aéroport de Njili, 25 km. Deuxième phase, la plaine de Kinshasa, construction du train urbain le long des grandes artères, 75 km. Phase 3, la boucle Kintambo, Mimosa, Kinsuka, Upen, Cité Verte, Kimwenza, Matete, 90 km. Phase 4, aéroport Maluku, 80 km. De quoi réjouir les Quinoises et Quinois. C'est un projet salutaire parce qu'il y a la connexion ferroviaire de 24 communes qui va arriver à rendre fluide les trafics de chemin de fer. Les études de faisabilité finies, l'heure au chronogramme de travaux. L'objectif est de réaliser 3000 déplacements par jour. La RDC prend part au salon de l'innovation à Dubaï, une rencontre des startups pour la promotion des industries digitales. La délégation de la RDC est conduite par le ministre des Postes et Nouvelles Technologies Kibassa Maliba. Puis c'est mardi 19 octobre 2021 que le ministre des PTNTIC est arrivé à Dubaï pour participer au deuxième grand salon de l'innovation dénommé GITEX Global Technology Week qui se tient à Dubaï depuis le 17 octobre 2021. La République démocratique du Congo a été représentée par Augustin Kibassa Maliba qui conduit une forte délégation congolaise à cette véritable vitrine des progrès technologiques, scientifiques, industriels et culturels. GITEX, un rendez-vous annuel incontournable des investisseurs, des acheteurs, des partenaires et des startups innovants, vise la promotion de l'industrie digitale et des entreprises de télécommunications. Ce forum a réuni les leaders des innovations, les incubateurs ainsi que les startups, CEO ou seniors pour partager leur expérience, mais aussi exposer les produits des recherches, l'objectif étant de booster la révolution digitale. Le ministre Kibassa Maliba a saisi cette opportunité pour visiter les stands des grandes compagnies de télécommunications, notamment Huawei, pour s'enquérir des opportunités dont peut bénéficier la RDC dans le secteur des NTIC. 19 secteurs ont été mis en avant pour promouvoir les solutions de l'intelligence artificielle, l'environnement et son impact social ainsi que l'éducation. Merci Nono Manseko. On revient à Kinshasa. La chance a souri à Adolphe Amissi. Grâce à une meilleure combinaison, ce compatriote est devenu millionnaire. Serge Mata. Privé représente un moteur de croissance économique et de création d'emplois. Malgré la diversité des institutions financières présentes en République démocratique du Congo, les petites et moyennes entreprises accèdent difficilement au crédit bancaire. Un coup de pouce financier envisagé reste la machine du social des Congolais qui apporte souvent des solutions adaptées aux difficultés rencontrées par les porteurs des projets et les entrepreneurs. Un chèque bancaire de plus de 14 millions de francs congolais, c'est ce que s'est offert à Messi Dienga Adolphe pour avoir trouvé
trouver la bonne combinaison et les bons numéros. Au PMU LR, la Société nationale des loteries. Inactif, ces pères de famille peut désormais devenir son propre patron et prendre ses propres décisions. C'est un sentiment de plaisir de voir les Congolais, les compatriotes devenir millionnaires. Notre objectif, c'est que nos compatriotes deviennent des millionnaires. Et pourtant, vous avez vu, cela n'avait utilisé que 9 000 pour avoir 14 millions. Le miracle ne s'opère qu'avec la SONAL. Vous venez avec peu d'argent, vous gagnez beaucoup d'argent. La campagne d'action sociale Longa Lisusu Plus, initiée par la SONAL, est un soutien. Détail à la promotion de l'entrepreneuriat des minorités en République démocratique du Congo. Pour terminer avec cet échange du premier président de la Cour de cassation avec tous les premiers présidents des cours d'appel de ressort à l'échelle nationale autour de son intervention à la rentrée judiciaire. Dans son obligation en tant que numéro 1 de la Cour de cassation, David Christophe Mukendi Musanga a droit de surveillance et d'inspection sur les juridictions inférieures, comme prescrit à l'article 44 alinéa 1er. C'est ainsi qu'il a eu un échange avec les premiers présidents de cours d'appel, chefs des ressorts, pour répercuter le contenu de son discours qui porte sur la problématique de la résiliation du contrat de location d'une concession foncière par décision unilatérale du conservateur des titres immobiliers qui, selon lui, doit toujours indiquer le motif de résiliation du contrat dans sa lettre. Par là, il interpelle le juge à ne plus être distrait dans la prise de décision. Quand vous rentrez, réunissez vos magistrats, dites-leur que lorsqu'on se trouve en face d'un contrat de location résilié par l'application de l'article 94, c'est-à-dire résilié unilatéralement de droit par le conservateur immobilier, il faut que le juge vérifie s'il y a eu mise en demeure. Les premiers présidents de cour d'appel n'ont pas manqué d'étancher leur soif en posant quelques questions qui ont trouvé des réponses justes du numéro 1 de la Cour de cassation. En conclusion, il a été demandé au magistrat de rester correct, modèle, loyal. En outre, le magistrat doit faire son travail. La loi est la loi seule. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. L'actualité revient à 23h avec Getty Omatuku à la présentation. Demain 20h, Sandra Nyangitabou. Bonsoir.